Ce soir, nous évoquons deux sujets avec notre invité, la Libye et la diplomatie française qui réclame des élections. Et puis, en France, l'affaire Benalla, un caillou dans le soulier de Emmanuel Macron. On en parle avec notre invité, Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau de Lomé. Maître Sosa, bonsoir. Bonsoir. Alors, sur la Libye, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu lundi en Libye pour pousser à la mise en œuvre de l'accord de Paris qui prévoit des élections en décembre dans ce pays. En proie au chaos, il a rencontré Fayez El-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale, seul exécutif reconnu par la communauté internationale en début de matinée à Tripoli, avant une série d'entretiens avec différents acteurs politiques. Maître Sosa, d'abord, est-ce que la France fait bien de pousser la Libye vers des élections en décembre? Bien. Je crois qu'il faut quand même faire un peu de perspective. Bon, la France fait bien. Oui, forcément, quand il y a deux frères qui se bagarrent ou deux amis qui sont en conflit, celui qui essaye de les réconcilier fait forcément bien. Maintenant, est-ce que les protagonistes libyens eux-mêmes sont prêts à accepter le fait que maintenant le jeu, le plan de sortie qui leur est proposé, c'est de procéder à des élections. Est-ce que le peuple libyen est prêt à adopter un modèle démocratique de type occidental? C'est bien là la question qui se pose, parce que on a l'impression que les élections sont la panacée universelle pour régler tous les problèmes socio-politiques dès qu'il y a une crise quelque part. Parfois, le remède est pire que le mal. Bon, maintenant, vous savez, on est dans une sorte d'aporie où on ne sait plus si, avec les élections, on ne va pas aller de Caribe en Scylla. Je dis la chose parce qu'on a des exemples devant nous où les élections n'ont absolument rien réglé et où les antagonismes sont restés intacts, avec toujours des conflits latents. Prenez l'Afghanistan. Est-ce que les élections qu'il y a eu en Afghanistan ont jamais réglé le problème afghan? Jamais. On a toujours les mêmes irrédentismes, on a toujours les mêmes couteaux tirés et on ne s'en sort pas. Alors on vient vouloir expérimenter ça en Libye. On a d'abord commencé par démanteler complètement la structure d'État de la Libye. Et c'est de cela qu'il s'agit. Comment reconstruire la structure d'État? Vous pensez vraiment que celui qui va gagner les élections aura toute légitimité dans la Cyrénaïque ou dans la Tripolitaine, simplement parce qu'il est élu? Il est élu par qui? Par quel collège électoral? Et ce collège électoral, il aura été recensé par qui? Avec quelle légitimité et avec quel pouvoir efficient sur le terrain pour organiser des élections? Qui va faire campagne? On parle de tribus qui ne se parlent plus, qui ne veulent même plus se voir et qui pensent pique-pendre les uns des autres. Vous pensez que des gens appartenant à tel parti qui se revendiquerait d'une obédience de l'autre parti voudraient que ces gens-là viennent faire campagne chez eux? Non, on a mis véritablement le pays à feu et à sang. Et aujourd'hui, on vient dire, ils n'ont qu'à aller faire des élections et tout ira bien. J'ai peur que ce ne soit pas le cas. Même si on ne peut que saluer l'initiative française. Elle est bienvenue, mais elle est inadaptée. Justement, est-ce que la France tente d'imposer à ce pays, vous avez évoqué tout ce qu'il y a comme différent dans le pays, est-ce que la France tente de leur imposer une vision, disons, occidentale de résolution de crise, c'est-à-dire c'est les élections qui peuvent... Mais dès lors qu'on parle d'élections, je n'ai pas encore vu de modèle électoral qui contraste véritablement avec le modèle occidental. Oui, c'est des élections. Souvent, où elles sont proportionnelles, où elles sont majoritaires, mais c'est toujours des scrutins ou uninominaux ou des scrutins de liste. Donc quand on parle d'élections, disons qu'on a aujourd'hui un savoir-faire électoral qui relève d'une forme de données scientifiques. On a un kit électoral complet qu'on va vendre de ci, de là. Donc on le vit partout. Vous savez, même dans nos contrées africaines, on a adopté ce modèle. On se rend compte que ça ne marche pas partout, mais on a décidé que c'était le moindre mal. Parce que on a refusé de réfléchir à autre chose et on a adopté la posture de la paresse intellectuelle en préférant prendre une copie
et en essayant, bon an mal an, d'imiter, de plagier des modèles qui, à mon avis, ont montré leurs limites depuis très longtemps. Alors, ici, dans le cas libyen, quand même, il y a... C'est un pays qui est divisé, vous l'avez dit, entre plusieurs tribus. C'est comme si dans la vision française des choses, il suffit que le maréchal Khalifa Haftar et le Fayez El-Sarraj s'entendent pour qu'on aille aux élections et tout est réglé. On a l'impression que c'est ce raccourci-là, oui. Et en plus, surtout, ce qui est inquiétant dans le schéma, c'est qu'on a imposé un agenda. Attendez, on a beau amener son âne au marigot, c'est pas pour autant qu'on le fasse boire. Et puis de la coupe aux lèvres, il y a encore une distance qui peut parcourir. Mais je ne comprends pas pourquoi. Alors vous êtes là, vous êtes en conflit, certes, dans un pays souverain, indépendant, et quelqu'un vient vous dire « je vous aime beaucoup, j'adore votre paix et je veux vous aider à l'installer, alors voilà, vous avez... tel jour, etc. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Mais ces acteurs étaient eux-mêmes à Paris et on semblait un peu donner caution à cette proposition. Oui, je veux dire, on se demande ce qu'il y a derrière et à qui on a proposé quoi et qui est prêt à concéder quoi. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Parce que après le rendez-vous de Paris, vous avez entendu Fayez El-Sarraj et le général Haftar dire non, écoutez, on a été invité à Paris, on y est allé, mais on est d'accord sur rien. Ils l'ont quand même déclaré après. Donc aujourd'hui, Paris vient leur dire bon, écoutez, on va aller aux élections, et vous pensez que ces deux protagonistes sont prêts à y aller, et l'un va accepter de le céder à l'autre quand on va le proclamer vainqueur ou vaincu? C'est pas aussi simple que ça. Mais la France, on doute qu'elle ne sache pas, qu'elle ne connaisse pas ces réalités. Et personne ne doute qu'elle ne connaisse pas ces réalités. Ce qui me surprend, c'est le mutisme de l'Union africaine. Et je suis absolument atterré de voir que depuis que cette crise libyenne est à l'œuvre, on n'ait pas eu de proposition de solution africaine véritable et que les politiciens africains, je parle des chefs d'État, je parle des instances africaines, ne se sont pas encore intéressés à ce conflit. Vous savez, il y a eu des choses magnifiques qui ont été faites par la diplomatie interafricaine. Je ne suis pas en train de dire que si elle est française, elle est malvenue. Non, je n'ai pas dit ça, je ne le pense pas une seule seconde. J'avais d'abord salué l'initiative française avant d'en critiquer les limites. Donc ça m'autorise à replacer les choses en perspective et dans un certain contexte historique. Les Tchadiens étaient à peu près dans le même état il y a une trentaine d'années. Goukouni-Ouédé, Issé Nabré, Kamougué, etc. étaient tout le temps en conflit. Et un certain Gnassingbé et Adema a physiquement pris le risque de prendre une pirogue pour traverser le lac Tchad, pour aller les rencontrer et demander aux belligérants de venir à la table de négociation et de négocier un certain accord de paix. Il y aurait eu un certain panache à voir, par exemple, je ne sais pas, mais je parle de lui, mais ça pourrait être n'importe lequel parmi eux. Al-Sisi, avec ensemble Paul Biya, allant voir leurs frères libyens en disant écoutez les amis, on devrait faire quelque chose, essayons de nous asseoir, on va voir ça. Ça aurait eu plus d'impact, ça aurait eu une certaine allure en tout cas, et à mon avis il y a dedans quelque chose qui vous savez, la proximité culturelle facilite forcément les choses. On dit le fait de parler la même langue crée entre les individus des rapports privilégiés. Si c'est des Arabes qui vont parler en arabe à ces gens-là, je trouve qu'ils trouveront les ressources dialectiques pour les amener plus facilement à la table de négociation que des interlocuteurs qui viennent et qui se choisissent des interprètes pour pouvoir se faire comprendre. C'est juste une donnée technique. Par exemple, dans un certain nombre de crises, je veux parler de la crise togolaise, on a vu plusieurs fois Emmanuel Macron dire
donner l'impression qu'il s'appuie plus sur une initiative de l'Union africaine. Voilà. Pas dans le contexte libyen. Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis. Mais s'il y avait eu une initiative africaine, je suis sûr que Emmanuel Macron, en congruence avec sa ligne diplomatique, dirait oui, écoutez, il y a déjà une solution africaine qui est initiée, je ne vais pas empiéter dessus, je vais plutôt l'accompagner en lui donnant quelques forces. C'est ça le vrai débat. C'est pour ça que je regrette qu'il n'y en ait pas, à l'instar de la crise togolaise, pour laquelle l'Union africaine, la CEDEAO ont pris des initiatives et dépêché dans la sous-région des interlocuteurs susceptibles peut-être d'exercer une médiation. Dans le contexte libyen, on sait que l'Union africaine elle-même s'est longuement couchée devant Kadhafi, qui finançait un peu cette organisation. Il serait difficile qu'elle puisse en imposer à la Libye aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que la Libye se considère comme ennemie de l'Union africaine. Non, je ne suis pas sûr que les hommes politiques libyens aient des griefs de ce niveau-là contre l'Union africaine. Non, les griefs sont ailleurs. L'Union africaine ne s'est pas couchée devant Kadhafi. Kadhafi avait un certain charisme et il avait une certaine vision pour l'Afrique. Et il était heureux que cette vision fût partagée par la majorité de ses pairs africains. Et Kadhafi, disons-le quand même, il fait partie des rares, probablement le seul, chef d'État africain qui, ayant généré beaucoup d'argent avec ses ressources naturelles, a décidé d'en faire profiter ses voisins, même si derrière il y a des arrière-pensées politiques et diplomatiques ou géopolitiques. On le conçoit. Mais aujourd'hui, il nous manque un Kadhafi. Nous allons évoquer le second sujet maintenant, c'est la France. L'affaire Benalla, un caillou dans les souliers de Macron. Le journal français Le Monde a publié le 19 juillet dernier des révélations sur Alexandre Benalla, un membre de la protection rapprochée d'Emmanuel Macron, filmé en train de frapper des manifestants équipés de matériel policier. Et du coup, la popularité du président français Emmanuel Macron pâtit de l'affaire Benalla et atteint son niveau le plus bas depuis septembre 2017. Le président n'a même pas pu bénéficier des effets de la Coupe du Monde pour relever sa cote de popularité. Qu'est-ce que cela vous semble, Maître Sosa, cette affaire-là? Écoutez, là encore une fois, il y a un certain mélange des genres. Ailleurs, cette histoire aurait été un parfait non-événement. Non pas parce que ce n'est pas grave, mais on y aurait trouvé les solutions appropriées tout de suite. Là, on politise à l'excès un fait divers. Parce qu'en réalité, il ne s'agit que de ça. Un collaborateur d'un chef d'État qui, sans mandat, va outrepasser ses pouvoirs et ses prérogatives en allant se commettre dans des comportements que la loi réprouve. Point. Eh bien, il fait face à la sanction prévue par la loi et aux procédures que la loi prévoit pour ce genre de cas. Il y a une procédure disciplinaire. Certains disent qu'elle était insuffisante. On peut en discuter. Certains disent qu'elle n'a pas été efficiente parce que elle a été prise, mais malgré cela, elle a été violée. Ça reste à débattre. Mais en faire une affaire d'État, je pense quand même qu'il s'agit de gens qui n'ont rien à se mettre sous la dent ou qui n'ont rien à faire. Parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron. Comme tout le monde, Macron, il n'a pas une essence supérieure aux autres. Il a embauché des gens en qui il avait confiance. Certains ont trahi sa confiance, et dans ce cas-là, il s'en sépare. Bon, on lui a fait un rapport. D'ailleurs, le jour des faits, il n'était même pas dans le pays. On lui a fait un rapport. D'accord, il y a une administration élyséenne. Et l'administration élyséenne a décidé d'une sanction. Écoutez, le chef de l'État, me semble-t-il, a d'autres préoccupations que d'aller s'intéresser à la sanction disciplinaire topique qui a été infligée à un de ses collaborateurs par son administration qui, par ailleurs, gère les ressources humaines. Vous pensez qu'on essaye d'atteindre Emmanuel Macron lui-même directement? Totalement. On politise cette affaire de façon totalement artificielle en essayant de tirer à boulet rouge sur un Macron qui n'a rigoureusement rien à voir dans ce dossier.
ça ne devrait même pas le regarder plus de 20 minutes de rapport et de décision. Ben, écoutez, non, ben, soit on décide de le radier, il est radié, mais il y a des procédures pour ça, c'est un acte administratif, Monsieur Benalla aura des voies de recours qu'il exercera ou n'exercera pas, et puis on passe à autre chose. La France a aujourd'hui des préoccupations, à mon avis, éminemment plus prégnantes que ces histoires de coups de poing donnés par un fonctionnaire, fut-il collaborateur du chef de l'État. Mais est-ce que le chef de l'État français lui-même n'a pas un peu prêté le flanc à cela? Il a voulu faire de sa présidence, peut-être pour reprendre les termes de François Hollande, une présidence normale. Non, et exemplaire. Exemplaire, voilà. Oui. On trouve que l'exemplarité, cela manque à sa présidence. À quoi ça manque? Écoutez, vous avez embauché quelqu'un, il est à votre service, et un jour, il a envie d'aller faire le coup de poing en ville. Vous pensez sérieusement que vous en êtes responsable de ce comportement particulier? Il le fait, il pose un acte, l'acte a été identifié et sanctionné. On peut discuter de la portée de la sanction. On peut discuter de sa sévérité ou de sa clémence. Mais c'est autre chose. Qui a pris cette sanction? Est-ce que cette sanction est convenable, adéquate? Est-ce que cette sanction a été préalablement soumise à l'arbitrage du président de la République? La réponse est non. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on veut absolument le rendre responsable des comportements de tous ses collaborateurs? Alors, attention quand même, là, c'est parce que ça s'est passé sur la voie publique et parce qu'il y a eu un abus, un détournement de pouvoir et un port d'un insigne, un port illégal d'un insigne, un port d'armes qui plus est, et une violence aggravée parce que exercée par quelqu'un ayant autorité. Bon. Tout ça est pénalement qualifié et je pense que M. Benalla fait l'objet des poursuites appropriées. Est-ce que la victime a déposé plainte contre M. Benalla? On ne nous l'a pas dit. C'est aujourd'hui parce que M. Benalla, enfin l'affaire a donné lieu à un tollé médiatique que on commence, le parquet s'est saisi, s'est auto-saisi et qu'on a renvoyé. Alors qu'il est dit que lorsqu'un fonctionnaire a connaissance de la commission d'un délit ou d'un crime, il a obligation de le dénoncer. Bon, alors sur la chaîne, quand même, des responsabilités, il y a beaucoup de personnes qui ont complètement manqué à leur devoir. Mais pas M. Macron. Je ne suis pas son avocat. En la circonstance, il n'a pas besoin de quelque avocat que ce soit. Il se défend très bien tout seul. Mais là, quand même, on lui fait un très sale procès. Mais on estime que l'Élysée a semblé vouloir étouffer l'affaire. En quoi faisant? Dites-moi, quel acte l'Élysée a posé qui donne l'impression qu'il a envie d'étouffer l'affaire? Quel acte? Aucun. Moi, je n'en ai vu aucun. Et on ne nous a pas dit que l'Élysée a essayé de bâillonner quelque presse que ce soit. Tout le monde en a parlé, mais les journaux en font leur chou gras et l'opposition son miel du moment. Bon, mais écoutez, laissez l'opposition à Macron se réjouir et se régaler de cette affaire. Mais ça va finir par s'arrêter. Et je pense toutes les affaires d'ailleurs, mais enfin, aujourd'hui, si on veut la tête de des répercussions sur sa cote de popularité. Ben écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Être populaire, vous voyez à quoi ça tient. Parce que franchement, le populisme, bon, il se nourrit de très peu de choses. Il fait sa pitance de ce genre de fait divers. Je dis que c'est un fait divers qui aurait dû être un non-événement dans une démocratie bien administrée. Une conférence de presse bien tenue, avec un renvoi à la justice, et puis on passe à autre chose, point final. Mais commission d'enquête, ok, qu'on fasse la commission parlementaire. La commission parlementaire, là quoi? Elle interroge des fonctionnaires pour savoir quoi? S'il a été sanctionné, oui. Bon, est-ce que la sanction a été suivie des faits? Non. Bon, est-ce que c'est la faute de M. Macron? Est-ce qu'il n'est pas responsable de son administration? Attendez. Oui, de façon organique, de façon générale, oui, parce qu'il est chef d'État. D'accord? Alors, si, je ne sais pas, par hypothèse, un de ses collaborateurs, en quittant le service, est allé commettre un crime odieux chez lui, M. Macron serait-il responsable aussi? Il faut qu'il tienne son administration, et il tient très bien son administration. Il y a un débordement d'un agent. Il est sanctionné.
Bon, on trouve que la sanction n'est pas assez sévère. On peut en débattre. On peut élever le seuil ou le niveau de la sanction. Bon, les faits reçoivent une qualification pénale. Ben, très bien, on applique la loi de la République en l'envoyant en justice. C'est pas fini. On veut quoi d'autre? Que Macron démissionne pour faire plaisir à ses opposants parce que il a un collaborateur qui à un moment donné a dérapé? Non, il y en aura d'autres qui vont déraper. En France, on n'ira pas jusqu'à la démission, mais... je ne sais pas, mais voilà, apparemment, on veut sa tête sur... On a envie d'entendre Emmanuel Macron parler... Mais parler de quoi? Lui poser même des questions sur l'exemplarité de l'exemplarité de qui? Mais attendez, justement. L'exemplarité de M. Benalla, on est tous d'accord, il a un comportement qui est totalement hors norme et qui dévie grossièrement. Bon, très bien. L'exemplarité, c'est de le sanctionner comme il se doit. Bon, on peut discuter l'échelle de la sanction, justement à l'aune précisément des faits qui se sont produits. Oui. On ne sait pas quel a été le degré enfin l'étendue du préjudice matériel, corporel, moral de la victime, on ne sait pas. Bon, mais ça ne concerne pas l'État, ça concerne M. Benalla, qui, en l'occurrence, a eu un comportement individuel et il doit être sanctionné pour ce comportement-là. Maintenant, aller sanctionner le préfet, trouver des fusibles, bon, ça, on politise outrancièrement une affaire qui, à mon avis, est un fait divers. Mais beaucoup regardent et trouvent également que cette façon de faire est exemplaire. Ça montre que, eh bien, même quand on s'en cette façon de faire de qui? À des individus, c'est-à-dire de toute la République française, où on a une sorte de branle-bas de combat sur une affaire. Oui, mais écoutez, oui, attendez, on a vu la République tellement mutique sur des faits beaucoup plus graves, où des policiers ont violé littéralement, dans le cadre d'une simple garde à vue, des jeunes gens, jusqu'à les blesser, les envoyer à l'hôpital. On n'a pas vu la République s'émouvoir à ce point. Non, on a considéré que bon, c'était grave et qu'il fallait sanctionner les policiers. Mais c'est dans la République que ça se passe. Est-ce qu'un ministre a démissionné? Est-ce que le préfet de police a démissionné? Non. Je parle de ces faits. C'est aussi dans la République que de temps en temps des policiers ont la gâchette facile et qu'ils tirent sur des jeunes gens dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Est-ce que des ministres démissionnent? Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait que, parce qu'un policier, enfin un agent conseiller à la présidence, chargé de sécurité, allant se mêler d'une opération de police, donne lieu à des débordements politiques aussi outrancières que dégoûtantes? Toute la question reste posée. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être venu répondre à nos questions. Merci. Nous marquons maintenant la pause et juste derrière, regard croisé.